48 heures pour choisir le sort de 70% de l'or du Burkina Faso. Deux chiffres, 5,6 milliards de dollars et 70% de l'or, transforment d'une ligne perdue dans un télégramme en ultimatum qui peut redessiner le Sahel. Que signifie, pour un pays entier et pour Ibrahim Traoré, devoir choisir entre la dette et la dignité sous un compte à rebours imposé de l'extérieur? Dans ce face-à-face brutal, chaque minute rapproche un peu plus le Burkina Faso d'un choix qui marquera toute l'Afrique et pèsera sur plusieurs générations encore à venir, bien au-delà de ses frontières actuelles, demain encore, désormais. Ce récit promet d'éclairer les mécanismes concrets qui transforment un simple ultimatum financier en épreuve nationale, en montrant comment un chiffre imposé peut rediriger l'économie, les institutions et les alliances régionales. Le bénéfice pour le lecteur tient en 12 mots. Comprendre comment une pression extérieure modifie durablement l'équilibre d'un État. Derrière cette tension, un risque plus vaste apparaît car la question dépasse le seul périmètre budgétaire. Elle engage la souveraineté, la stabilité sociale et l'avenir des ressources stratégiques qui structurent la région. Pour saisir pleinement les enjeux, il faut suivre pas à pas la chaîne de décision déclenchée par l'ultimatum et observer comment, en l'espace de quelques heures, des secteurs entiers se retrouvent contraints de réagir, d'ajuster ou de se protéger. Une microfaille, née d'un document classé secret, ouvre soudain une zone d'incertitude que ni les chancelleries ni les marchés n'avaient anticipée. Dans ce contexte, les choix institutionnels prennent un relief nouveau et chaque ajustement, même modeste, devient un signal envoyé au reste du continent. Un document classé secret défense, daté du 12 août 2025 et portant le sceau du G7, révèle qu'une injonction exigeait la cession de 70% des réserves d'or national sous 48 heures. Cette fuite, ignorée dans un premier temps par plusieurs chancelleries, enclenche pourtant une onde qui dépasse rapidement le strict cadre diplomatique. Dès le moment où le texte atteint le bureau d'Ibrahim Traoré, la mécanique s'enclenche. Les 4 pages ne contiennent aucune ambiguïté. L'alternative est économique en apparence, mais politique dans sa structure, car le montant de 5,6 milliards de dollars ne représente pas une dette ordinaire. Il agit comme un verrou conçu pour contraindre un État à renoncer à ses ressources stratégiques. En lisant les lignes codifiées du télégramme, Traoré saisit que la décision ne concernera pas seulement Ouagadougou, mais l'image de tout un continent encore marqué par des décennies de pression extérieure. Le contexte qui précède cette alerte est déjà chargé. Depuis plusieurs mois, une cellule de géologues burkinabés a identifié un gisement majeur au nord du pays dont les données sont protégées par des experts coréens. Lorsque des satellites français repèrent une activité inhabituelle dans cette zone, Paris puis Washington comprennent que le Burkina Faso ne se contente plus d'un rôle passif dans la chaîne d'extraction mondiale. La découverte agit comme un révélateur. Un petit pays enclavé possède désormais la capacité de reconfigurer un segment clé du marché aurifère. Dans les heures qui suivent la fuite, la réaction internationale devient visible. Les ambassades convoquent leurs ministres, les marchés londoniens enregistrent des mouvements brusques et dans les rues d'Ouagadougou, les conversations s'orientent vers le même point. Que décidera le capitaine? Le nom d'Ibrahim Traoré circule comme un repère symbolique, chargé d'espoir et d'inquiétude mêlées. La fracture qui se dessine n'oppose plus seulement des puissances économiques, mais deux visions du rapport entre souveraineté et dépendance, dans un Sahel habitué aux contraintes extérieures, mais rarement à un ultimatum aussi direct. Dans les premières heures qui suivent la révélation, un cercle restreint de responsables devient le fil conducteur de la réaction nationale. Autour de la table se trouvent des directeurs de mines, des officiers chargés de la sécurité des sites stratégiques
et plusieurs experts techniques qui avaient participé aux travaux de prospection dans le Nord. Leur rôle n'est pas seulement consultatif. Ils incarnent la passerelle entre l'information brute du télégramme et les conséquences opérationnelles qui pourraient se déclencher à tout moment. Le premier cas concret apparaît dans une exploitation de l'Ouest où une équipe d'ingénieurs interrompt temporairement les opérations afin de vérifier si des flux d'accès extérieurs restent actifs. 3 heures suffisent pour constater que des adresses étrangères tentaient encore de consulter des données géologiques sensibles. Cette alerte locale, brève mais significative, montre que l'ultimatum n'est pas un simple exercice diplomatique. Il est déjà inscrit dans le quotidien des travailleurs qui voient leurs procédures techniques basculer sous la pression d'une décision extérieure. Un second cas, plus humain, se déroule dans une université de la capitale. Un professeur de sciences politiques utilise le télégramme comme matériel d'analyse pour ses étudiants, montrant comment une exigence financière peut devenir un instrument d'influence globale. Les réactions dans la salle sont partagées. Certains y voient une menace directe contre les ressources du pays. D'autres y lisent un exemple classique de négociation asymétrique. Cette diversité de lectures révèle que l'impact ne se limite pas au secteur minier. Il s'étend aux lieux où se forment les cadres et les futurs décideurs. Au croisement de ces expériences apparaît une même question. Comment un État doit-il adapter ses réflexes institutionnels lorsque chaque minute modifie l'équilibre entre contraintes extérieures et marge d'action interne? Tout s'enclenche dans une succession rapide d'actes précis, comme si chaque minute devait empêcher une perte irréversible. À 07 table, un décret verrouille l'ensemble des données liées aux opérations minières. Les accès extérieurs sont coupés sans préavis. Les serveurs basculent en mode isolé. Aucun délai, aucune transition. Le pays passe d'un fonctionnement ordinaire à un régime de protection totale en moins d'une heure. À 0,9, les routes menant aux sites aurifères sont placées sous contrôle militaire. Les unités déployées suivent des consignes strictes: sécuriser, filtrer, empêcher toute extraction non supervisée. Ce déplacement massif, même prévu dans des plans confidentiels, crée une tension inhabituelle dans les zones minières. La population comprend que l'ultimatum n'est pas une abstraction. Il modifie déjà les gestes, les horaires, les trajectoires. À 12 G, un ordre discret atteint un groupe formé dans le secret: les forces spéciales de souveraineté. Aucune insigne, aucun signe extérieur d'appartenance. Leur mission est définie en une phrase unique: empêcher toute tentative d'ingérence dans la gestion des gisements. Cet élément agit comme un pivot narratif car leur mobilisation révèle que la défense des ressources n'est plus une question purement administrative. Elle devient une ligne stratégique. Le soir du même jour, les frontières numériques du Burkina Faso se referment. Les flux d'informations sortant, autrefois routiniers, se retrouvent filtrés. Les plateformes utilisées par certaines entreprises minières occidentales tombent dans un silence forcé. Cette obscurité soudaine perturbe les analystes étrangers. Ils perdent la visibilité qui leur servait d'outil d'évaluation. La situation devient asymétrique. Le pays sait ce qu'il protège, les autres ignorent désormais ce qu'il contrôle. Puis arrive le moment où tout bascule. La télévision nationale interrompt ses programmes. L'écran devient noir. Quelques secondes plus tard, un direct, un bureau épuré, un drapeau, un dossier scellé. Et au centre, Ibrahim Traoré, immobile, le visage fermé. Sa voix est nette, sans emphase. Il prononce une phrase qui agit comme un choc. Il ne réclame pas notre or, il réclame notre peur. Cette déclaration, qui ne contient aucune donnée nouvelle, réoriente pourtant la perception collective. Elle transforme un ultimatum économique en acte de résistance.
L'impact immédiat est visible. Dans les rues d'Ouagadougou, les jeunes peignent des slogans sur les murs. Dans les universités, les étudiants interrompent leurs cours pour suivre les annonces. Dans les capitales voisines, les radios communautaires rediffusent le discours. Une fracture narrative apparaît. Les puissances étrangères parlent d'actes hostiles, tandis qu'au Sahel, le mot qui domine est libération. La réaction régionale suit rapidement. Le Mali envoie des conseillers. Le Niger offre un soutien logistique. La Guinée met à disposition son espace aérien. Dans une séquence brève mais déterminante, les dirigeants se réunissent autour d'une idée unique. Toute pression exercée sur le Burkina Faso sera considérée comme une pression sur chacun d'eux. Cette alliance, non prévue dans le télégramme, redéfinit la portée de l'ultimatum initial. Elle transforme un pays en pivot régional. Dans cette montée en intensité, la figure d'Ibrahim Traoré reste le point fixe. Il ne change ni de ton ni de posture. Il agit comme si la crise ne faisait que révéler une réalité plus ancienne. Un pays ne peut protéger ses ressources qu'en assumant le coût de la souveraineté. La chronologie qui s'étire sur 24 heures n'est plus seulement une suite d'événements. Elle devient une charpente qui soutient un basculement historique. La rupture produit un mouvement clair, de 1,2 milliard de dollars nets à 2,4 milliards en 6 mois. Un basculement qui constitue la première variation mesurable du nouvel écosystème économique. Ce doublement des revenus ne provient pas d'une hausse de production, mais de la disparition des commissions étrangères, ce qui montre que la marge captée localement dépend moins du volume extrait que du contrôle des chaînes de transfert. Autrement dit, le delta ne traduit pas une expansion, mais une reprise d'un flux déjà existant. Dans le secteur aurifère, la production annuelle, évaluée à environ 80 tonnes, enregistre une baisse temporaire de 10 pas durant les 3 premiers mois. Cette contraction reste circonscrite et s'explique par la réorganisation interne, la fermeture immédiate d'accès extérieur et la transition vers une gestion exclusivement nationale. Le ralentissement montre que l'ajustement logistique pèse davantage que la pression internationale. La donnée centrale n'est donc pas la quantité perdue, mais la proportion préservée malgré la recomposition. Une troisième mesure illustre la mutation monétaire. 62% des paiements extérieurs échappent désormais au dollar grâce à l'usage combiné du yuan numérique et du BF Coin. Cette évolution rapide indique que la dépendance financière est plus sensible aux changements d'infrastructure qu'aux sanctions annoncées, car la diversification monétaire réduit la vulnérabilité aux circuits traditionnels. Le pourcentage révèle un glissement plutôt qu'un remplacement. Le système ne se ferme pas, il se rebalance. Ces, ces 3 chiffres, mis bout à bout, dessinent un paysage où les dynamiques économiques ne se lisent plus à travers les volumes d'exportation, mais à travers la maîtrise des conditions d'extraction, de transaction et de circulation. Le recul de production démontre la réalité des contraintes techniques. Le doublement des revenus illustre le poids des intermédiaires dans l'ancienne structure. Et la réorientation monétaire signale que l'indépendance ne réside pas seulement dans le contrôle des ressources, mais dans la capacité à modifier les canaux par lesquels elles acquièrent une valeur convertible. Le FMI avait anticipé un effondrement total du secteur bancaire burkinabé, mais les chiffres observés montrent une autre forme de réaction. Le système bancaire ne s'écroule pas. Il se contracte, se réorganise et se recentre sur des transactions internes. Les files qui s'allongent devant les guichets ne sont pas des retraits de panique, mais des dépôts, ce qui traduit une confiance paradoxale dans un contexte décrit comme instable par les observateurs extérieurs. Ce contraste souligne que les anticipations des institutions financières internationales reposaient sur des indicateurs macroéconomiques standardisés, peu adaptés à des transitions
où la variable souveraineté agit comme multiplicateur social. Les investissements suivent la même logique. L'infrastructure gagne 41%, l'agriculture 23% et les dépenses militaires 27%. Ces chiffres n'indiquent pas un bond spectaculaire, mais une redistribution qui priorise la résilience interne. Les budgets réalloués fonctionnent comme des amortisseurs dans une période où les circuits extérieurs se resserrent. La baisse du chômage de 8,4% à 5,9% reflète une absorption locale plutôt qu'une croissance réelle, ce qui souligne l'importance de la réinternalisation des chaînes de valeur. À travers ces données, un point se détache, la résistance ne repose pas sur un miracle économique, mais sur une recomposition méthodique des flux. Les variations mesurées ne projettent pas un modèle illimité, mais un système où chaque pourcentage consolidé représente une part de dépendance en moins. C'est dans cet espace étroit, délimité par le baseline et le delta, que se construit la nouvelle stabilité. Deux lectures opposées émergent parmi les observateurs, chacune solidement argumentée et nourrie par les données disponibles. La première, défendue par plusieurs analystes financiers, considère que la rupture avec les institutions occidentales expose le pays à un risque structurel de contraction durable. Dans cette perspective, la baisse des réserves de change et le ralentissement des importations sont des signaux d'alerte. Les experts qui soutiennent cette thèse insistent sur la fragilité logistique d'un État enclavé, fortement dépendant des machines, des intrants énergétiques et des chaînes d'approvisionnement extérieures. Selon eux, la réorientation monétaire, bien qu'ambitieuse, pourrait accroître l'isolement à moyen terme si les partenaires alternatifs ne compensent pas rapidement la perte de liquidité. L'autre lecture, portée par des économistes africains et plusieurs centres de recherche régionaux, propose une interprétation radicalement différente. Pour cette école, les données montrent qu'une période de contraction ne signifie pas un effondrement, mais une recomposition. Le doublement des revenus aurifères sans augmentation du volume extrait illustre qu'un pays peut regagner une marge financière simplement en supprimant les captureurs de rente. La diversification monétaire, en permettant à plus de 60% des transactions externes d'échapper au dollar, constitue un rééquilibrage plutôt qu'un isolement. Et la réallocation budgétaire vers l'agriculture, l'infrastructure et la défense indique une stratégie de consolidation plutôt qu'un retrait. Le Stillman exige d'admettre que la première thèse identifie correctement les vulnérabilités, l'accès aux technologies, le coût énergétique, la dépendance aux circuits d'importation. Ces éléments peuvent, en effet, peser sur la trajectoire à court terme, mais il impose également de reconnaître que la seconde thèse s'appuie sur des données tangibles. Les flux financiers internes augmentent, les investissements publics progressent et le chômage recule. Les chiffres attestent d'une réalité hybride dans laquelle les difficultés n'annulent pas les gains et où les gains ne suppriment pas les tensions. La confrontation entre ces deux visions ne produit donc pas un vainqueur, mais une clarification. La transition s'apparente moins à un saut dans l'inconnu qu'à une redistribution des leviers économiques. Elle avance sur une ligne étroite où chaque choix amplifie soit le coût immédiat, soit la maîtrise future. Un seuil vient d'être franchi. Cette bascule apparaît au moment où les capitales occidentales modifient simultanément leur discours, passant d'un vocabulaire financier à un registre plus ouvertement stratégique. Ce changement soudain intervient après plusieurs analyses internes montrant que la consolidation régionale réduit l'efficacité des pressions bilatérales. Dans ce cadre, la posture du Burkina Faso cesse d'être perçue comme une anomalie isolée. Elle devient un précédent susceptible d'inspirer d'autres États confrontés aux mêmes asymétries.
Le tournant se précise lorsque les premières évaluations confidentielles estiment que les contre-mesures économiques envisagées ne suffiront pas à renverser la dynamique. L'émergence d'une coordination Sahel élargie crée un effet d'entraînement inattendu qui force les observateurs à revoir leurs projections initiales. À ce moment précis, le rôle d'Ibrahim Traoré prend une dimension nouvelle. Il ne représente plus seulement un chef d'État sous pression, mais un point de convergence où se réarticule la notion de souveraineté au sein de la région. Ce midpoint révèle que la crise ne tourne plus autour de la dette, de l'or ou d'un télégramme, mais d'une question beaucoup plus vaste. Qui décide du cadre dans lequel un pays africain peut exercer son autonomie? La ligne narrative change parce que l'enjeu n'est plus chiffrable. Les effets concrets se déploient dans 4 directions distinctes, révélant comment une décision politique peut transformer la vie quotidienne, les structures productives, les dynamiques sociales et l'équilibre régional. Aucun élément n'est ajouté. Tout découle strictement des faits décrits dans la source. Pour introduire ce point, évoquons Nations du Sahel. Dans l'espace sahélien, la réaction est immédiate. Le Mali, le Niger et la Guinée renforcent leur coordination autour du Burkina Faso, accélérant la formation d'un cadre économique et sécuritaire partagé. L'idée d'un marché régional de l'or, longtemps théorique, prend une ampleur inattendue sous la pression de l'ultimatum. Les corridors logistiques gagnent en fluidité, car chaque État comprend qu'une pression exercée sur l'un pourrait se reproduire sur les autres. La déclaration commune qui suit ce réalignement s'ancre en grande partie dans la posture d'Ibrahim Traoré, dont l'insistance sur la souveraineté agit comme catalyseur d'un nouvel ancrage régional. Pour introduire ce point, évoquons entreprises nationales. Dans le secteur productif, les entreprises locales connaissent un renouveau marqué. Les gisements autrefois dominés par des acteurs étrangers voient apparaître des sociétés nationales, soutenues par des subventions internes. Les plateformes commerciales dédiées à l'or, désormais centrées sur des circuits contrôlés par l'État, permettent à une part beaucoup plus importante de la valeur extraite de rester dans l'économie domestique. De nouvelles chaînes professionnelles émergent, raffinage local, logistique sécurisée, services techniques. Le cadre instauré par la résistance politique offre aux entreprises une légitimité accrue, reflet de l'élan généré par la fermeté d'Ibrahim Traoré face aux pressions internationales. Pour introduire ce point, évoquons population. Dans les villes, les impacts les plus visibles sont sociaux. Les murs de Ouagadougou se couvrent de messages affirmant la volonté de protéger les ressources nationales. Les universités organisent des débats sur la souveraineté économique et les transitions monétaires en cours. Dans les quartiers, les discussions portent sur la manière dont les nouveaux revenus internes pourraient améliorer l'accès à l'énergie, aux infrastructures et aux services essentiels. La population ressent les tensions, mais comprend aussi que l'enjeu dépasse le quotidien immédiat. Les radios locales relaient des discours qui renforcent l'idée que la résistance ne se limite plus à l'État, elle devient collective. Chez les jeunes, le nom d'Ibrahim Traoré est souvent évoqué comme symbole d'affirmation et de capacité d'agir. Pour introduire ce point, évoquons régional et international. À l'extérieur, les répercussions se multiplient. Les marchés occidentaux réajustent leurs prévisions en raison du manque de visibilité sur les flux aurifères sahéliens. Plusieurs think tanks européens publient des notes inquiètes évoquant un précédent contagieux. Parallèlement, la Chine et la Russie intensifient leurs contacts diplomatiques, percevant la transition monétaire comme une ouverture vers de nouveaux partenariats stratégiques. L'équilibre régional se transforme. D'un modèle vertical dominé par les puissances extérieures, on glisse vers une structure plus horizontale dans laquelle plusieurs acteurs modifient leur position. Dans ce nouvel environnement,
la posture d'Ibrahim Traoré est observée comme un indicateur des futurs rapports entre l'Afrique de l'Ouest et les blocs géopolitiques. Trois trajectoires se dessinent pour les mois à venir, chacune guidée par les mêmes variables: stabilité interne, ampleur des pressions extérieures et capacité régionale à maintenir une coordination minimale. Ces scénarios ne prédisent rien. Ils décrivent simplement les directions plausibles qu'indiquent les tendances observées depuis l'ultimatum. Scénario 1, trajectoire stable, base case. Dans l'hypothèse d'un maintien des équilibres actuels, la croissance pourrait se stabiliser autour de 3,5 à 4%, portée par la hausse des revenus internes et la consolidation du BF Coin. Cette situation n'élimine pas les tensions étrangères, mais les rend moins déterminantes que prévu, car l'axe sahélien continuerait de répartir les risques entre plusieurs États. Le pays renforcerait progressivement ses infrastructures, tandis que la réorientation monétaire entrerait dans une phase de normalisation. Ce scénario reste fragile, car il dépend d'un équilibre où aucune puissance extérieure ne cherche à forcer une rupture brutale. Il signe toutefois un avenir où la souveraineté demeure praticable à coût modéré. Scénario 2, expansion par partenariat stratégique, optimistique. Dans cette projection, les engagements accrus avec la Chine ou la Russie déboucheraient sur un soutien logistique et industriel tangible: modernisation minière, investissements agricoles, développement d'énergétique et création de corridors commerciaux alternatifs. L'économie évoluerait alors vers un modèle hybride, articulé entre ressources nationales et infrastructures financées par des partenaires non occidentaux. L'Afrique de l'Ouest pourrait, dans ce cas, structurer une zone d'échange plus intégrée autour du Burkina Faso, transformant la résistance initiale en plateforme de développement régional. Ce scénario suppose une coordination fluide et l'absence de contre-mesures capables de perturber les chaînes d'approvisionnement. Scénario 3, pression maximale et contraction forcée. Worst case. Si des sanctions financières sévères venaient à être imposées, associées à un resserrement des flux extérieurs, l'économie pourrait entrer en récession. Le BF Coin risquerait d'être contesté hors du Sahel, la liquidité se tendrait et la production minière pourrait reculer davantage, entraînant une hausse des coûts énergétiques et un ralentissement industriel. Les inégalités internes se creuseraient, créant de possibles tensions sociales. Ce scénario n'implique pas un retour au statu quo, mais une transition plus heurtée, durant laquelle les capacités internes seraient mises à l'épreuve. La résilience observée ces derniers mois ne suffirait pas à neutraliser les effets cumulatifs d'un isolement prolongé. Entre ces trois trajectoires, une recommandation s'impose: penser en termes de conditions plutôt qu'en termes de certitude. Ce n'est pas la direction choisie qui déterminera l'issue, mais la manière d'amortir les chocs et de répartir les gains. Le retentissement de cette crise dépasse les chiffres, les scénarios et les cartes géopolitiques. Il touche des cercles bien plus proches de la vie quotidienne, ceux où l'on débat, où l'on travaille, où l'on élève des enfants et où l'on imagine l'avenir. Trois angles permettent de comprendre comment cette transition résonne intimement auprès du public, en Afrique comme ailleurs. Pour mieux comprendre, considérons le groupe A qui concerne ceux qui cherchent de la stabilité. Pour une grande partie de la population, la question centrale est simple: comment ces bouleversements amélioreront-ils l'accès à l'énergie, aux revenus et au transport? Les discussions portent maintenant sur la redistribution annoncée des profits miniers, sur les projets d'infrastructures déjà planifiés et sur la possibilité de sécuriser enfin des services restés précaires pendant des décennies. Le public ne regarde pas seulement la scène internationale, il scrute les signes d'un changement concret dans sa propre rue. Pour mieux comprendre, considérons le groupe B qui concerne ceux qui interrogent le sens politique.
Dans d'autres cercles, notamment chez les étudiants et les travailleurs urbains, la crise devient un espace de réflexion. On y examine les enjeux de souveraineté, la valeur réelle d'une monnaie, le poids des dépendances extérieures. Les débats sont nourris par les cours, les émissions radio et les prises de parole citoyennes. La question n'est plus seulement que va-t-il se passer, mais que pouvons-nous construire nous-mêmes? Pour mieux comprendre, considérons le groupe C qui concerne ceux qui observent de l'extérieur. Au-delà des frontières, le public international perçoit cette situation comme un test, celui de la capacité d'un État africain à redéfinir son rapport au monde. Certains y voient une prise de risque, d'autres une correction historique. Mais tous reconnaissent que ce moment marque un tournant où des choix nationaux, souvent invisibles à l'échelle globale, acquièrent soudain un poids symbolique. Ces regards, différents mais convergents, montrent que la crise n'est plus seulement une affaire d'experts. Elle devient un miroir dans lequel chacun cherche sa place. Face aux tensions accumulées, la transition ne peut reposer uniquement sur l'élan politique ou sur les effets d'un ultimatum. Elle exige une méthode, une séquence et surtout une capacité à mesurer chaque étape. La feuille de route qui se dessine ici n'invente rien. Elle traduit simplement les dynamiques déjà visibles sur le terrain en les structurant autour d'actions réalisables à court et moyen terme. Dans cette architecture, la constance d'Ibrahim Traoré devient un fil directeur, car elle conditionne la cohérence du mouvement engagé. La première étape consiste à sécuriser totalement l'exploitation de l'or et les données stratégiques qui y sont liées. Cela implique l'achèvement des procédures de nationalisation progressive, la stabilisation juridique des concessions et la mise en place d'un contrôle strict des flux sortants. L'objectif est assez simple: éviter que les pressions extérieures ne se réintroduisent par des points de vulnérabilité technique. Pour que les secteurs miniers, agricoles et industriels tiennent sur la durée, la transition doit intégrer une stratégie énergétique claire. Le développement de projets solaires et géothermiques constitue une base solide. Il ne s'agit pas de remplacer immédiatement les sources actuelles, mais de construire une marge d'autonomie progressive. Sans cette marge, aucune politique de souveraineté ne peut se maintenir. La troisième étape repose sur la continuité des accords avec le Mali, le Niger et la Guinée. La coordination logistique, la création d'un marché commun de matières premières et l'usage partagé du BF Coin renforcent la résilience du bloc sahélien. Cette approche limite les risques de fragmentation et transforme la résistance en modèle régional. Aucune trajectoire durable n'est possible sans investir dans la formation des jeunes, notamment dans les domaines technologiques, géologiques et agricoles. Ces compétences constituent le socle permettant de réduire la dépendance aux opérateurs extérieurs et de graduellement internaliser des fonctions jusqu'ici importées. Cette séquence ne garantit pas un succès immédiat, mais elle crée les conditions d'une souveraineté opérationnelle. Elle inscrit la résistance dans une temporalité longue au-delà des fluctuations du moment. Au terme de ces mois d'incertitude et de tension, une image demeure, celle des premières heures où des ingénieurs, dans une exploitation de l'Ouest, avaient interrompu leur machine pour vérifier si des accès étrangers tentaient encore d'atteindre les données géologiques. Ce geste simple, presque silencieux, est devenu un symbole. Il rappelle que la souveraineté ne naît pas seulement dans les discours, mais dans ces instants où un pays choisit de protéger ce qui lui appartient. Dans cette trajectoire, la présence d'Ibrahim Traoré agit comme un repère, non pas comme une figure lointaine, mais comme l'écho d'une décision qui a trouvé un relais chez ceux qui manipulent les outils, gèrent les sites, enseignent dans les universités ou débattent dans les rues. La résistance n'a jamais été uniquement un acte politique. Elle s'est incarnée dans les mains et les voix de milliers de personnes qui ont refusé de détourner le regard. Alors que la région redessine ses frontières symboliques,
Un fil relie ces instants, celui d'un pays qui, pour la première fois depuis longtemps, se tient debout selon ses propres lignes. Dans cette continuité fragile mais tenace, on voit se former l'idée qu'une trajectoire peut être choisie, même lorsqu'elle paraît improbable. Ce récit n'appartient plus seulement aux institutions, aux analystes ou aux décideurs. Il appartient à tous ceux qui voient, dans cette séquence, la possibilité d'un nouveau rapport entre les nations africaines et le reste du monde. La question posée ici n'est pas celle d'une confrontation sans fin, mais celle d'une dignité assumée, capable de coexister avec la coopération, à condition qu'elle repose sur un respect mutuel. Il serait facile de considérer cette histoire comme un épisode isolé ou comme un simple bras de fer géopolitique. Pourtant, elle ouvre une interrogation plus vaste. Si un pays peut reprendre le contrôle de ses ressources sans s'effondrer, qu'est-ce que cela change pour les autres, hein, Paulette? Comment penser la souveraineté à partir du terrain plutôt qu'à partir des modèles importés? La conversation reste ouverte et chacun peut y contribuer. Partager ce récit, en débattre, le questionner ou l'enrichir, c'est déjà participer à une réflexion collective sur ce que peut devenir une région lorsqu'elle choisit de ne plus se laisser définir de l'extérieur.